Bonjour à toutes et à tous, cher public virtuel, puisque nous sommes aujourd'hui au domaine départemental Pierre-Vive, donc pour vous parler d'un sujet qui parle à tout le monde, qui est l'alimentation. Dans le cadre d'une exposition qui, avec le soutien du conseil départemental de l'Hérault, a été hébergée, donc est hébergée au domaine de Pierre-Vive. C'est une exposition qui s'intitule « Je mange donc je suis », dont je suis le commissaire scientifique. C'est une exposition qui a été initialement montée donc, au Muséum national d'histoire naturelle, plus précisément au Musée de l'Homme, à Paris, et avec la collaboration étroite de Marie Merlin, avec qui j'ai travaillé, qui était la commissaire muséographe de cette exposition. Exposition donc, qui a été réadaptée ici, dans l'Hérault, à Montpellier, avec un public, malheureusement, effectivement, qui, vu les conditions sanitaires, a jusqu'à présent été empêché de la voir. Donc, il va s'agir de décrire ce qu'on a voulu dire dans cette exposition, de vous raconter un peu à distance le sujet, sachant que je parle d'une part au titre du commissaire de cette exposition, mais aussi plus généralement donc en tant que scientifique du Muséum national d'histoire naturelle et du CNRS, où j'exerce une activité entre sciences dures et sciences humaines, on va dire, puisqu'il y a des composantes d'anthropologie dans les études que l'on fait, mais aussi des composantes très sciences de la matière, donc chimie, microbiologie. Et c'est cet aspect interdisciplinaire de l'alimentation dont je vais vous parler, puisque, comme on va le voir, il y a différentes manières d'aborder ce vaste sujet. D'abord, pourquoi parler d'alimentation? Tout simplement parce que ça concerne tout le monde. C'est un acte nécessaire du quotidien. Combien même c'est un acte nécessaire, tant qu'à faire, autant y trouver du plaisir. Donc il y a beaucoup de notions aussi de psychologie, de physiologie dont on pourrait parler. Et en même temps, c'est ce qui garantit en grande partie notre bonne santé. Il y a aussi un impact écologique important sur la production alimentaire, la consommation des aliments. Donc il y a de multiples raisons, je dirais, de parler d'alimentation et de s'intéresser à ce qu'il y a dans nos assiettes et comment on produit ce qu'il y a dans nos assiettes. C'est un sujet dont qui avait déjà donné lieu à une exposition il y a à peu près 25 ans au Musée de l'Homme, donc il était tout à fait normal de remettre le sujet sur la table, pour le coup, et nous sommes très contents que le domaine de Pierre-Vive ait suivi et repris donc, quasiment l'intégralité de cette exposition pour la diffuser. Et pourquoi parler de l'alimentation? Je l'ai dit. Comment en parler? Ça, c'est une question cruciale aussi, puisque on est tous légitimes en tant que consommateurs, ou même consomme-acteurs, comme on pourra voir plus tard, ce néologisme. On est tous légitimes pour parler de ce sujet-là. Après, il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées plus ou moins farfelues qui circulent. Et là, c'est en tant que scientifique qui manque, d'un point de vue déontologique, je dirais, on a ce souci de toujours essayer d'en parler de manière la plus neutre possible. Quand je dis neutre, c'est passionnante si possible, mais dépassionnée. C'est un sujet à controverse. On peut raconter, on peut s'opposer, même d'ailleurs en tant que scientifique, sur un certain nombre de sujets, notamment puisque tout ce qui est lié à la santé, à l'environnement, c'est souvent des questions extrêmement complexes. Donc qu'il y ait des controverses, c'est normal. Après, il faut toujours parler de manière argumentée et étayer les discours. Donc c'est ce qu'on a voulu faire dans la construction de cette exposition, c'est d'essayer d'apporter un regard le plus objectif, le plus neutre possible sur ce sujet qui est si souvent matière à controverse. On va rentrer directement dans le thème où à la fois il y a deux mots-clés qui vont nous aiguiller, c'est gastronomie et cuisine. Cuisine, ça parle à tout le monde. On a l'impression de savoir ce que c'est que cette activité.
du quotidien qui consiste à préparer des repas, hein, grosso modo. Et puis, en même temps, il y a ce mot gastronomie qui fait un peu plus savant, peut-être un peu plus élitiste, qui va nous falloir, bien entendu, définir. Et pour ça, rien de mieux, quand on veut définir un concept ou un mot, de dérouler le fil de l'histoire et d'essayer de voir qui, finalement, le premier a parlé de gastronomie. Et ça tombe bien, c'est pas si ancien que ça. Jean-Anthelme Brillat-Savarin, dans sa Physiologie du goût, qui est non pas son seul ouvrage, mais en tout cas le seul qui soit encore vraiment lu aujourd'hui et qui lui ait donné sa notoriété. Dans cette Physiologie du goût, il y a tout un tas d'aphorismes qu'il nous propose. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Voilà, typiquement, on a vaguement cette phrase en tête, c'est Brillat-Savarin. Et donc, il a aussi cette définition, il est le premier à proposer une définition de gastronomie comme connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Donc, on a le mot-clé fondamental qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la connaissance. Bien sûr qu'on va parler de cuisine, et donc de mets, d'ingrédients, tout ça, mais notre fil conducteur, c'est vraiment la connaissance raisonnée. Il s'agit de réfléchir un peu à ce qu'on raconte. Et cette connaissance de la nourriture qui fait appel, et ça c'est encore les mots de Brillat-Savarin, à tout un tas de disciplines scientifiques. Et c'est vraiment cette approche interdisciplinaire qui est important d'avoir quand on s'intéresse à l'alimentation. Bien sûr, il y a un but, qui est la conservation des hommes. Donc, conservation des hommes, hommes au sens humain, on va mettre un H majuscule, l'humanité. Donc hommes et femmes, conservation c'est l'aspect santé, l'aspect nutrition, au moyen de la meilleure nourriture possible. Et puis pour arriver à cette fin, pour bien nourrir les hommes, on va s'intéresser à l'histoire naturelle, donc la biologie, hein, c'était l'ancienne appellation de la biologie, d'une certaine manière, par la classification qu'on fait des substances alimentaires, on va s'intéresser à la physique, par l'examen de la composition, et des qualités des aliments, on va s'intéresser à la chimie, par les analyses, la décomposition qu'on va faire subir à ces aliments, notamment quand on va cuisiner. Et donc, on va s'intéresser à la cuisine quand même, qui est la composante technique et artistique de l'alimentation, et par l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût. Donc si on garde bien en tête ces trois mots-clés, finalement fondamentaux, il s'agit d'art et technique, et puis éventuellement de science, tout ça. Mais il y a une notion artistique dans la cuisine qui est évidente, sur laquelle on va bien sûr revenir. Il y a finalement deux objectifs. Un objectif de conservation, c'est-à-dire de se nourrir pour vivre, tout simplement, et survivre dans certains cas de figure. Mais en même temps, on s'intéresse au goût. Et comme je disais en introduction, il s'agit d'essayer, dans la mesure du possible, tout en prenant soin de son corps et éventuellement soin de l'environnement, de se faire plaisir, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose de complètement fondamental dans notre construction collective et culturelle de notre alimentation, la composante plaisir et, au-delà de ça, composante sociétale, conviviale, qui fait partie du plaisir, mais qui est un plaisir culturel, fait partie intégrante de pourquoi on mange ce qu'on mange aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait le succès de certaines cuisine et de certains plats. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels on va bien sûr revenir, sachant que au Musée de l'Homme et au Muséum, de manière plus générale, on travaille un peu sur toutes ces disciplines qui peuvent nous parler de l'alimentation. On a des anthropologues, on a des paléontologues qui ont déroulé le fil de l'histoire, on a des ethnologues, on a des chimistes, des physiciens, des biologistes. On fait aussi de la sociologie, on pourrait s'intéresser aussi à la psychologie, à la philosophie de cette alimentation. Donc tout ça, c'est des disciplines qui vont nous éclairer à la fois dans l'histoire et dans la géographie. Et justement, là j'en rajoute deux qui sont énormément discutés aujourd'hui, qui reviennent souvent dans les débats médiatiques. On parle beaucoup d'écologie, bien sûr. Donc, si je voulais compléter Brillat-Savarin, je rajouterais donc qu'il faudrait parler de l'écologie par la production des écosystèmes utilisables à des fins humaines, la notion de développement durable, dont on parle beaucoup, la diversité des ressources offertes selon la biodiversité présente. Là encore, il y a des mots-clés fondamentaux d'aujourd'hui. On parle beaucoup de biodiversité, de chute de la biodiversité, des problèmes changement climatique et autres. Tout ça, c'est dans le grand volet de l'écologie.
La microbiologie, par la culture de flore d'intérêt dans la conception des aliments, mais aussi la compréhension, la prévention, la gestion des risques sanitaires. La microbiologie, c'est ce que l'on fait au labo, notamment, dans une équipe qui s'appelle Génomique et Physiologie de l'adaptation, qui est l'équipe au sein de laquelle je travaille au Muséum. On s'intéresse aux micro-organismes et à la domestication des micro-organismes qui nous ont permis... qui permettent de faire certains aliments, notamment, en l'occurrence, on s'intéresse au kéfir au labo, mais on pourrait s'intéresser à beaucoup d'autres aliments fermentés. On va bien sûr revenir sur les aliments fermentés, car ce sont des aliments qui sont à la mode, aussi bien fermentation solide que liquide, pour des tas de raisons, des raisons à la fois écologiques et sanitaires, finalement, puisqu'il y a un volet santé dans les aliments fermentés. On dira c'est probiotique, c'est bon pour la santé. Et puis, il y a le côté conservation, donc lutte contre le gaspillage. Quand je fais fermenter, j'ai un trop-plein de récoltes de tomates. Et bien, plutôt que de les jeter, je vais les mettre en bocaux et je vais pouvoir les manger 3 mois ou même 3 ans plus tard. Donc, c'est aussi un moyen de conservation des aliments sur lesquels on va revenir. Après, la microbiologie s'intéresse aussi beaucoup aux pathogènes. C'est une discipline, c'est d'ailleurs, je dirais malheureusement, souvent là-dessus qu'on se focalise dans les formations et les écoles hôtelières et autres. Souvent, la microbiologie se concentre uniquement sur les aspects un peu dangerosité, attention, comment gérer les risques sanitaires, ce qui est très important, bien sûr, mais ça donne un peu cette image dommage et fausse d'un environnement microbien qui serait forcément quelque chose de néfaste. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire actuelle, on a l'habitude d'avoir toujours une petite fiole de gel hydroalcoolique à portée de la main pour justement tuer, en l'occurrence les virus, mais toute forme de micro-organismes de coup qui pourraient en même temps... qui font partie de notre environnement. Et or, la plupart de ces micro-organismes sont non seulement inoffensifs, mais pour beaucoup très utiles. Donc il faut garder en tête il faut lutter contre cette image d'un micro-monde dangereux. Ce n'est pas le cas. Il y a bien entendu quelques bactéries pathogènes, mais beaucoup d'entre elles, heureusement, ne le sont pas et nous aident même à fabriquer nos aliments. Quand on parle de choucroute, de charcuterie, de fromage, tout ça, c'est entièrement la domestication des micro-organismes. On va bien sûr y revenir, et je termine cette diapositive avec une sorte de paraphrase de Brillat-Savarin, mais avec les mots d'un cuisinier. Je trouvais ça important d'avoir un cuisinier, Georges-Auguste Escoffier. La cuisine, sans cesse d'être un art, deviendra scientifique et devra soumettre ses formules empiriques trop souvent encore à une méthode et une précision qui ne laisseront rien au hasard. Et ça, c'est fondamental de garder, encore une fois, un peu cette dichotomie en tête. On va y revenir tout le temps. La cuisine, c'est à la fois un art et une science. C'est une technique aussi, parce qu'on transforme les choses, mais c'est une technique dans laquelle il y a une composante artistique et une composante scientifique, bien entendu. Escoffier, qui était un peu, qu'on surnommait roi des cuisiniers, cuisinier des rois, un peu comme Carême avant lui, qui avait reçu le même surnom de roi des cuisiniers, cuisinier des rois, qui sont un peu les grandes figures de ce qu'on a appelé la haute cuisine française, qui a vraiment forgé le patrimoine culinaire français, qui a rayonné à travers le monde. C'est vraiment Carême et Escoffier, entre autres, qui ont posé les principaux jalons de cette grande cuisine que l'on connaît partout dans le monde aujourd'hui, et dont on parle dans l'exposition, notamment à travers Carême, justement. Donc voilà le paysage un peu, je vous ai dit, très interdisciplinaire. Dans l'exposition, tout comme dans ce que je vais raconter rapidement, il y a bien sûr une accroche historique. Comment est-ce que l'homme a évolué par rapport à son alimentation, et l'histoire de l'alimentation est aussi vieille que l'histoire de l'homme, par définition. Et puis une accroche plus planétaire au sens géographique du terme. Toutes les cultures du monde, tous les peuples du monde ont une manière propre de s'alimenter. Et c'est vraiment cette dichotomie qui est assez fascinante et passionnante. Quand on parle d'alimentation, on a vraiment cette double approche, d'une part entre matière et manière. C'est-à-dire que la matière, c'est l'environnement physique, c'est ce qu'on va transformer, ce qu'on va cultiver, ce qu'on va récolter. Et puis les manières, c'est ce qui va nous permettre de transformer cet environnement, donc de cuisiner notamment. Cette dichotomie, c'est aussi celle de la nature et de la culture. La nature, c'est la matière, ce que nous fournit l'environnement. Et puis la culture, c'est les traditions qui vont se mettre en place pour nous
faire transformer cet environnement, que ce soit à travers l'agriculture, mais aussi, bien entendu, à travers la cuisine. Pour ça, j'aime bien partir d'un des plus grands anthropologues qui soit, Claude Lévi-Strauss, qui avait l'habitude de discuter d'alimentation autour de ce triangle, qu'on appelle le triangle culinaire de Lévi-Strauss d'ailleurs, où on part finalement de la nature, c'est-à-dire l'aliment brut, encore une fois qu'il soit cultivé ou récolté, ou que ce soit de la cueillette ou de la culture, à cette échelle-là, peu importe, on a un aliment brut, une carotte sauvage ou une carotte cultivée. Et c'est à partir de là que... Alors bien sûr, on peut rentrer dans l'alimentation directement comme ça, on peut manger la nature. C'est ce qu'on a fait pendant longtemps, ce qu'ont fait nos ancêtres, notamment avant la découverte du feu. Donc on estime que la maîtrise du feu, c'est entre 400, 500, 600 000 ans, suivant les endroits dans le monde. Il n'est pas apparu à une date donnée, précise, à un endroit donné. Plusieurs foyers de maîtrise du feu. Mais avant ça, évidemment, l'alimentation était purement une alimentation en direct. C'est-à-dire qu'on cueillait, on mangeait, on chassait éventuellement, et on mangeait. Il n'y a pas vraiment de moyen de transformation de l'aliment, il n'y a pas encore de cuisine. La cuisine, on considère qu'elle a commencé quand on a finalement commencé à être capable de cuire. Mais il n'y a pas que la cuisson en cuisine. Alors, bien sûr, il y a la branche température. Effectivement, cette nature brute, on peut la cuire, donc on va la transformer, ce qui a profondément révolutionné notre manière de s'alimenter et a très fortement, beaucoup de chercheurs considèrent que ça a très fortement accéléré l'évolution de l'homme, puisque tout à coup, on a eu un accès à beaucoup plus d'aliments, puisqu'à travers la cuisson, on peut consommer des choses qu'on ne pouvait pas consommer avant, on peut détoxifier, on augmente la valeur nutritionnelle de beaucoup d'aliments, on facilite la digestion, on facilite la conservation. Donc, c'est vraiment une révolution, c'est sans doute la révolution de notre histoire en termes alimentaires, c'est la cuisson. Et encore aujourd'hui, bien sûr, on cuit quasiment tout ce qu'on mange. Alors pas tout, il y a même des régimes, le crudivorisme, qui se mettent en place un peu en contre-pied de cette tendance à tout cuire, où on part dans des idées. Là, pour le coup, je parlais d'un peu de fantasme. Il y a cette espèce de fantasme qui fait un peu secte New Age. On va consommer que du cru parce que c'est l'alimentation vivante, etc. Donc là, c'est du délire. Scientifiquement parlant, après, on peut, pour des tas de raisons, avoir envie d'être crudivore, mais il n'y a aucune justification scientifique, en tout cas dans la science actuelle, qui permet de donner une quelconque vertu à un régime crudivore. Au contraire, peut-être sans doute même un peu dangereux nutritionnellement, la cuisson nous apporte énormément de choses dont on aurait tort de se priver. L'idéal étant bien sûr de jouer sur les deux tableaux. On mange du cru, on mange du cuit et tout va bien. Et il n'y a pas que le cru et le cuit, il y a aussi, comme nous le montre bien ce triangle, cet axe microbiologique, justement, qui nous amène vers le pourri. Rotten, c'est pourri en anglais. Alors, pourri, ça ne donne pas envie, bien sûr, mais ce pourri, l'homme, justement, une fois de plus, a appris à le maîtriser. Et c'est ce qu'on appelle la fermentation. La fermentation, ce n'est rien d'autre qu'une pourriture maîtrisée pour amener l'aliment, en fait. C'est une autre forme de domestication, mais une domestication non pas des animaux, des mammifères ou des plantes, c'est une domestication des micro-organismes invisibles, avant qu'on sache qu'ils existent. Évidemment, il y avait de manière empirique des conditions de température, d'humidité que les hommes ont appris à maîtriser pour que les aliments évoluent dans un état qui fasse qu'ils soient bons à consommer, bons de goût, bons pour la santé, qui se conservent. Et donc c'est vraiment la distinction entre pourri, qui n'est plus consommable, et fermenté, qui est pourri mais consommable. Et donc on a vraiment cette double possibilité, encore aujourd'hui, d'utiliser une fermentation, d'utiliser une cuisson, si on veut manger ou, encore une fois, éventuellement manger l'aliment cru quand c'est possible et quand ça a du sens et que ça a de l'intérêt. Deux exemples qui vont vous parler. Si je prends les deux axes, d'un côté, c'est sûr que si je fais cuire mon rump steak, je suis dans l'acte de transformer la matière par la cuisson, par un apport de chaleur. Je vais déclencher des réactions de Maillard qui vont brunir l'extérieur, qui vont donner ce bon goût de la viande grillée. Je vais changer la texture. Je vais quand même garder, en cuisant modérément, la jutosité de l'intérieur du muscle. Donc je vais avoir quelque chose à la fois moelleux, juteux et qui a du goût et qui va bien se digérer.
Ça, c'est la cuisson. Et puis, je pourrais faire ça sur des légumes, sur tout un tas de choses. Puis, de l'autre côté, si on parle microbiologie, fermentation, bien sûr, surtout dans un pays comme l'Hérault, on a envie de parler du vin. Et on aurait tort de s'en priver, en tout cas de se priver d'en parler. Après, bien sûr, à consommer avec modération. Ce vin qui est un pur produit de la fermentation, difficile de remonter. Alors, les traces tangibles que l'on a qui nous montrent qu'il y a une action de vinification, de fermentation du vin, ça remonte à 5-6 000 ans, notamment en Géorgie, qui est aujourd'hui encore un des grands pays du vin, mais aussi du côté de l'Égypte, on a un peu du côté de la Grèce. On voit bien qu'il y a plusieurs millénaires ont été mis en place cette culture de la vigne et de la vinification, qui aujourd'hui se retrouve un peu partout dans le monde, dans les latitudes propices à la culture de la vigne, latitudes qui, soit dit en passant, sont en train de remonter vers le nord avec le réchauffement climatique, où les pronostics pessimistes ou optimistes, ça dépend où on se place, mais nous montrent qu'on va sans doute avoir de plus en plus de mal à faire du vin dans le bassin méditerranéen qui va devenir un peu trop chaud, puis on va pouvoir se mettre à en faire en Bretagne, c'est déjà le cas, il y a déjà des vignes. Au-delà du muscadet, on va pouvoir pousser plus haut. Et puis, pourquoi pas en Angleterre ou en Russie, les scénarios les plus fous. Donc, il y en a que ça va arranger, d'autres beaucoup moins. Cette évolution, pour revenir à cette manière de cuisiner, alors vraiment cuisiner au sens large, faire du vin, pour moi, c'est comme cuisiner, on transforme les aliments et on va fabriquer un aliment consommable, le jus de raisin étant consommable, mais après on peut le transformer et en faire du vin dont la dégustation est totalement différente et ça apporte d'autres choses, ça se conserve très différemment. Après, bien sûr, on pourrait aussi discuter pendant des heures de finalement quel vin je dois consommer avec quel type d'aliment. Et là, on rentre vraiment dans les aspects très culturels de l'alimentation. Pour le coup, il n'y a pas de science, il n'y a pas de règles. Enfin, il y a très peu de science, il y en a quand même. La chimie permet d'expliquer certains accords. Pourquoi est-ce que le champagne va bien avec le caviar? Pourquoi est-ce que certains vins rouges, justement, pourquoi le vin rouge ne va vraiment pas avec la salade? Ce n'est pas que culturel, il y a aussi des raisons chimiques. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on ne peut pas tout aborder. Mais voilà, sachez qu'il y a certaines choses qui s'expliquent par la chimie et d'autres principalement par la culture. Vous avez devant vous ici ce que j'ai devant ma fenêtre au laboratoire, quasiment, c'est-à-dire le troupeau de flamants rouges de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. De toute façon, notre laboratoire est situé en lisière de cette ménagerie, et enfin même dans la ménagerie finalement. Et donc ce sont des Phoenicopterus ruber, c'est-à-dire ce sont des cousins des flamants roses que vous ne trouvez pas très loin d'ici, enfin voyager. Il faut faire quelques heures de vélo pour aller en Camargue et trouver des flamants roses. Et donc, flamants roses, comme leur nom l'indique, sont roses, mais en fait sont roses très pâles. Et ceux que nous avons chez nous, ce sont des flamants des Caraïbes, chez nous dans la ménagerie, qui sont donc des flamants rouges, qui sont cousins, qui sont plus roses que les roses, d'où leur nom. Et théoriquement, on pourrait les cuisiner, ça serait très mal vu. Au Jardin des Plantes, de substituer un flamand pour le passer à la casserole, mais ça se faisait avant, quand on lit Apicius, De Re Coquinaria, qui est l'ouvrage le plus célèbre de cuisine antique, qui remonte à... Alors, on aurait envie de le faire remonter à 2000 ans, puisque Apicius vivait il y a 2000 ans, effectivement, on est entre moins 30 et plus 30 avant, après Jésus-Christ, donc sous l'empereur Tibère notamment, mais l'ouvrage De Re Coquinaria date du 3-4e siècle après Jésus-Christ, basé sur ce que l'on connaissait à l'époque de ce qu'avait laissé une trace Apicius, donc, qui n'était pas cuisinier, qui était un noble, mais il y avait beaucoup de cuisine, évidemment, qui était servie à sa cour, à sa table. Et donc il y a cette recette: dépouillez le flamand, lavez-le, parez-le, mettez-le dans une cocotte, ajoutez de l'eau, du sel, de la nette, du vinaigre. Mi-cuisson, on lie un bouquet de poireaux et de coriandre pour le faire cuire. Quand la cuisson est terminée, on ajoute du défritum. Le défritum, c'est du mou de raisin. Grosso modo, on ajoute du vin. Ensuite, dans un mortier, on broie du poivre, cumin, coriandre, lazère, menthe, tout ça, c'est des herbes aromatiques. On mouille avec du vinaigre. On ajoute des dattes criottes, c'est une variété de dattes. On arrose le jus de cuisson. On verse dans la même cocotte et puis on lie avec un peu de fécule.
c'est de l'amidon. Hein. Et puis après, on dresse, voilà, comme on fait aujourd'hui, on dresse le flamand et on sert. On a vraiment une recette bien qu'elle ait 2000 ans, avec tout petit changement de vocabulaire. À la place du flamand, vous mettez une poule ou un coq. Vous mettez à la place du défritum, vous mettez du vin. Vous enlevez rue, laser, on ne connaît plus trop. Et puis vous avez un coq au vin, tout simplement, qu'on trouve dans n'importe quel bouquin de cuisine domestique d'aujourd'hui. Ça pour dire que la cuisine évolue peu dans ses fondamentaux. Il y a 2000 ans, et même avant, je pourrais dire il y a 20 000 ans, on avait des volailles. Alors, il y a 20 000 ans, il fallait les chasser, on n'avait pas encore d'élevage. L'élevage, c'est la transition paléolithique-néolithique, donc il y a à peu près 12-10 000 ans. Mais avant ça, on pouvait quand même réussir à choper une volaille, et puis récupérer des herbes, et puis faire cuire tout ça, et éventuellement... alors la farine, on n'en avait pas hein, pour lier à la fécule, mais avec des châtaignes écrasées, on a de la fécule et on peut épaissir une sauce. Donc cette cuisine évolue très peu, et en tout cas pour la cuisine de produits bruts que l'on fait soi-même. Après, on parle souvent d'une deuxième transition, après la transition paléolithique, néolithique, et puis avant ça, avec la transition il y a 500 000 ans de la cuisson. Et on parle souvent de la transition due à l'après-guerre, de l'agroalimentaire, du fait qu'on a une alimentation de plus en plus industrielle, de produits transformés, voire ultra transformés. Donc ça, c'est vrai que c'est une transition, dans le sens qu'on a une alimentation qui est fabriquée pour nous, de manière délocalisée par rapport à cette cuisine, et que ces aliments très transformés sont un peu... critiqué par un certain nombre, pour le coup, de scientifiques qui suspectent que cette modification très brutale de notre alimentation sur une échelle de quelques dizaines d'années soit responsable d'une partie des grandes pathologies qu'on voit émerger justement depuis l'après-guerre, qui sont toute cette recrudescence, enfin cette épidémie d'obésité, de diabète, cancer et toutes ces maladies métaboliques qui clairement indiquent qu'il y a un problème de notre alimentation du quotidien. Donc ça, ce sont des sujets dont on parle beaucoup, et on pourra en redire 2-3 mots éventuellement, puisque ça font partie des choses qui préoccupent beaucoup, bien entendu, les consommateurs que nous sommes. Grosso modo, qu'est-ce que je vais manger pour rester en bonne santé, au-delà de me faire plaisir. Mais en même temps, et comme je disais en introduction, ce qui préoccupe de plus en plus les consommateurs éclairés, et donc ce qu'on appelle, comme je vous disais, les consommateurs, c'est-à-dire des gens qui ont conscience du pouvoir qu'on a en tant que consommateur, de pouvoir politique dans nos choix alimentaires, d'orienter l'avenir de la planète et cette fameuse notion de durabilité. Alors quand on dit planète, c'est ce qui nous préoccupe très égoïstement, c'est l'espèce humaine. Quand on dit comment nourrir la planète, en fait, on sous-entend comment nourrir l'homme sur la planète. Et sauver la planète, c'est sauver l'homme sur la planète, à part effectivement certains antispécistes qui voient ça de manière beaucoup plus vaste, et puis quand même, bien entendu, beaucoup de gens qui ont conscience d'un point de vue éthique, sans être antispéciste, de l'importance de préserver la biodiversité. Il faut reconnaître qu'on est quand même souvent dans une vision très anthropocentrée. Comment va-t-on, nous, s'en sortir ? Et pour ça, il y a une espèce de confrontation et finalement de paradoxe qu'on va retrouver entre deux discours. D'un côté, on a ce type de discours militant, mais militant, c'est pas forcément... c'est ni positif ni négatif, ça dépend. Hein. Le militantisme peut avoir du bon quand il fait bouger les choses dans le bon sens, et peut avoir du mauvais quand c'est de l'obscurantisme. Donc tout ça est une question d'équilibre. Et en l'occurrence, moi ici, j'ai pris une affiche, L214, association végane, antispéciste, très militante sur le sujet de la viande. Encore une fois, pour des bonnes et aussi des mauvaises raisons. Tout ça, on pourrait en discuter sur des critères philosophiques, éthiques, mais aussi scientifiques. En tout cas, clairement, il y a un discours, ils ne sont pas les seuls, il y a un discours ambiant de « on mange trop de viande, ce n'est pas durable, la planète ne peut pas supporter, cette production de viande n'est pas durable à long terme et on ne peut plus continuer comme ça ». Ce qui est vrai. C'est-à-dire que scientifiquement, là je sors... Je tiens à n'avoir aucun discours militant dans mes propos, et justement, donc, d'un point de vue purement scientifique, notre consommation de viande actuelle n'est pas compatible avec
un schéma de développement durable qui permettra d'assurer le même type de régime pour nos descendants. Et pourtant, les faits sont têtus. La consommation de viande, malgré tout ce discours, on a l'impression que tout le monde prend conscience de ça, de plus en plus de gens deviennent végétariens, font attention, on nous parle de remplacer la viande par des légumineuses, voire pourquoi pas des insectes ou autre chose. Bref. Et pourtant, les indicateurs sont là, partout dans le monde, la consommation de viande augmente, inexorablement. Alors elle augmente bien sûr parce que la population augmente, donc il y a un effet démographique, mais même moyenné par habitant, ça augmente. Où ça stagne dans les pays où on est déjà au taquet. Par exemple, en France, on est autour de 85, voire 88 kilos de viande par habitant par an. Ça ne bouge pas. D'une année à l'autre, ça change de quelques centaines de grammes, mais en descendant ou en montant. Donc, on mange toujours la même quantité de viande, trop, en l'occurrence, clairement. Dans les pays émergents, en voie de développement, évidemment, les courbes elles sont beaucoup plus vertigineuses. C'est-à-dire qu'ils en mangent moins que nous. À l'échelle mondiale, on est autour de 40 kilos. Bien sûr, il y a des pays où on est à moins de 10 kilos par an par habitant, mais tous les pays émergents sont en train d'exploser finalement leur consommation de viande dans cette idée de pouvoir rejoindre les pays développés, parce que c'est une position de richesse, pouvoir manger de la viande. Donc ce qui fait exploser d'une certaine manière la consommation mondiale, c'est aussi et surtout les pays développés qui se mettent à, de manière galopante, cultiver de la viande finalement. Donc on se retrouve avec des fermes verticales ou avec des porcs ou des volailles, ou en Chine avec des bâtiments sur plusieurs étages. On a des porcs qui ne voient jamais la lumière évidemment, et avec des productions totalement faramineuses de protéines animales. Donc voilà typiquement un sujet qui fait parler de lui aujourd'hui et qui va encore faire parler parce qu'on voit bien que c'est un sujet fondamental et qu'on n'a pas de solution pour l'instant et qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits pour essayer de nous emmener vers soit modifier nos comportements alimentaires, soit trouver une solution technique et agronomique qui permette de subvenir à la demande. Mais c'est sans doute pas possible. Donc il va falloir que les deux se rejoignent à un moment, que le consommateur accepte de manger moins de viande, mais qu'en même temps qu'on continue quand même à réussir à en produire parce que la demande sera toujours là. Donc, en produire, mais de quelle manière? Comment tenir compte du bien-être animal? Comment tenir compte de l'impact écologique, de la pollution, etc. Ce sont des enjeux qui sont extrêmement complexes. Et sans parler des enjeux économiques, bien sûr, aussi, qui viennent complexifier sacrément la chose. Alors après, la situation n'est pas beaucoup plus encourageante côté poisson, parce que finalement, on pourrait se dire, l'élevage, c'est polluant, on pourrait se contenter de pêcher. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que pêcher du poisson, c'est aussi d'excellentes protéines animales, en même temps avec des oméga 3, des tas de choses. C'est bien que le poisson est bon pour la santé, sauf certains poissons gras qui sont un peu trop riches en toxiques, en métaux lourds, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Mais le drame, il n'est que la ponction du milieu sauvage n'est pas meilleure, puisqu'on arrive aujourd'hui à une situation où il y a presque 2 tiers des stocks qui sont à leur capacité maximale d'exploitation et plus d'1 tiers qui sont surexploités. C'est-à-dire que les espèces en question sont menacées de disparition, à plus ou moins court terme. Donc là, il y a une idée qui se met en place, évidemment, et ce n'est pas nouveau de se dire, pourquoi pas cultiver du poisson, élever des poissons. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on estime, c'est pas on estime, c'est les indicateurs montrent qu'on est à peu près à 50-50. C'est-à-dire qu'il y a le poisson que vous voyez arriver sur votre table, il y a une chance sur 2 qu'il soit issu de l'élevage. La moitié de la production mondiale est issue de l'élevage, l'autre moitié est issue de la pêche sauvage. Alors on pourrait dire que c'est une bonne idée parce que finalement élever du poisson, ça évite de trop pêcher et du coup on va, comment dirais-je, permettre un peu aux océans de souffler et aux stocks de se renouveler. Sauf que, évidemment, c'est jamais aussi simple que ça. Il y a toujours un peu d'ironie dans l'affaire. Et là, l'ironie, c'est que pour élever des poissons d'aquaculture, il faut les nourrir. Et pour les nourrir, jusqu'à présent, ils sont beaucoup nourris de poissons issus de la pêche sauvage. Donc on va pêcher des poissons sauvages pour faire de la farine de poisson qui va permettre de nourrir les poissons d'élevage. Donc en fait, on continue de ponctionner les océans pour faire de l'élevage de poissons. Alors pas que, il y a d'autres techniques qui se mettent en place, notamment des farines d'insectes. On pourra y revenir aussi, qui est peut-être une solution, en tout cas pour réduire un peu la pression environnementale. Mais clairement, là encore, il y a des enjeux d'agrologie et des enjeux, de vastes enjeux.
Après, bien sûr, il faut replacer aussi tout ça. Je continue à dresser mon tableau qui n'est pas du tout encourageant, hein. On bouffe trop de viande, on épuise les océans, et puis on va se dire, on va manger des légumes. Mais même là, c'est pas gagné, puisque le réchauffement climatique est là. Une manière flagrante de le voir pour tous les climato-sceptiques, c'est les dates des vendanges, qui sont très parlantes. On ne peut pas nier le réchauffement climatique. Alors on peut nier son origine effectivement anthropologique. D'une certaine manière, c'est ça que font les vrais climato-sceptiques. Ils ne nient pas forcément le réchauffement, mais ils nient le fait que l'homme soit responsable du réchauffement, ce qui est aussi une aberration. Mais donc, ce réchauffement est très visible. Corrélation indiscutable sur notre production de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on ne va pas y revenir. Mais en attendant, voilà ce que nous disent les vendanges depuis les 50 dernières années, qui correspondent aussi à l'industrialisation de nos sociétés. On a perdu un mois en 50 ans. En un demi-siècle, on a perdu un mois. C'est-à-dire que de vendanger fin septembre, on vendange fin août. Et encore plus, justement, dans des régions plutôt chaudes, ici, comme l'Hérault, on finit par vendanger en plein été, finalement, enfin à la fin de l'été, mais ça recule de plus en plus, ce qui pose un vrai souci aux vignerons d'équilibre du vin. C'est pas juste on vendange plus tôt, c'est pas grave, on fait notre vin plus tôt, c'est en même temps la maturité n'est pas forcément idéale, on a un équilibre qui peut être rompu entre l'acidité et la sucrosité du raisin, donc tout ça pose des vrais problèmes et, comme je vous disais tout à l'heure, fait qu'on va se mettre à faire du vin de plus en plus au nord, et éventuellement de plus en plus en altitude. Alors bien sûr, ça fait un peu problème de riche, hein. Le vin, bon, c'est quand même pas c'est très sympathique de boire du vin, mais c'est pas avec ça qu'on se nourrit. Mais bien sûr, ce problème du réchauffement climatique qui touche le végétal, il est vu de manière beaucoup plus drastique et dramatique. Si je prends l'exemple de la culture du niébé, donc le niébé, c'est aussi le black eyed pea, donc haricot à œil noir, qui est une légumineuse très importante dans tout le bassin central de l'Afrique, qui permet un apport protéique fondamental pour toutes ces populations qu'il cultive. Et voilà l'évolution en rouge, c'est les cultures actuelles, les rendements de cette culture du niébé. Et voilà comment l'évolution se fait sur une échelle d'une vingtaine d'années. C'est les pronostics, c'est grosso modo. Tous ces endroits là où le rouge disparaît, c'est des endroits où les rendements s'effondrent et où la culture deviendra très compliquée. Donc c'est-à-dire qu'il faut réagir, il faut trouver d'autres légumineuses, d'autres plantes qui vont s'adapter à ce réchauffement et trouver ça rapidement. Sinon, c'est des famines monumentales qui nous guettent. Alors quand je dis nous, encore une fois, égoïstement, s'il me place ici de notre point de vue français ou occidentaux, on a l'air un peu à l'abri de tout ça. On subit des chutes de rendement, notamment sur la culture du blé. Chaque année, on perd 1%, 2%, enfin pas chaque année, mais tous les 10 ans, on doit perdre 1 ou 2%. Donc bien sûr, nos rendements aussi subissent ça, mais a priori, on est à l'abri de la famine. Par contre, tous ne le sont pas, et qui dit famine dit crise géopolitique et crise migratoire, où là, on sait qu'on est directement impliqué aussi. Ce sont des sujets de production alimentaire, c'est des sujets qui sont très importants, bien sûr, qui reviennent tout le temps dans les débats publics. Ça, c'est des images de l'exposition telle qu'elle était au Musée de l'Homme, mais c'est tous ces objets, des dispositifs que vous retrouvez ici à Pierre-Vive, qui ont été importés dans l'adaptation de l'exposition. Ce qui est intéressant, juste 2 anecdotes. On avait montré justement ces grands plateaux, ce plateau de la Beauce avec ses monocultures céréalières, qu'on trouve aussi en Ukraine, bien sûr, en Russie. Et comme objet, encore une fois, on avait mis ici, en l'occurrence, une moissonneuse-batteuse et puis un bidon de glyphosate, qui fait partie des outils, parce que c'est un outil, le glyphosate, désherbant, qui est utilisé, ou qui était utilisé beaucoup pour toutes ces cultures céréalières. Enfin, qui est encore utilisé pas mal d'endroits dans le monde pour faire pousser ces céréales de manière intensive. On avait juste
mis comme objet. C'est un outil. Comme la moissonneuse est un outil, le glyphosate est un outil, un herbicide qui permet de faire des cultures intensives céréalières qui permettent de produire de la farine pour des dizaines de millions de personnes. Et c'était intéressant de voir les visiteurs, le discours qu'ils avaient, et notamment dans les visites guidées que j'ai faites, et suivant leur origine et leur parcours, il y avait un peu les deux extrêmes. Il y en a qui passaient devant et puis qui m'engueulaient en me disant c'est quand même scandaleux d'avoir mis un bidon de glyphosate sans avoir mis une tête de mort dessus et puis avoir mis un écriteau en disant que à cause du glyphosate, le glyphosate tuait la biodiversité, donnait le cancer, etc. Bref, il trouvait que le propos était trop modéré, le fait de juste montrer que c'était un outil pour cultiver, avec ses avantages et ses inconvénients. Et donc voilà, je prenais ça comme tel. Et puis à l'autre côté, il y a eu des délégations éventuellement d'agriculteurs ou d'Académie d'agriculture ou qui disaient que c'était quand même dommage de pointer du doigt un désherbant qui avait fait ses preuves dans sa capacité justement à nous donner les rendements qu'on a à l'heure actuelle, qui était un magnifique outil très sélectif qui permettait la productivité extraordinaire qu'on avait à l'heure actuelle et que c'était dommage de laisser entendre que c'était un poison, quoi. Donc ça résume un peu les débats qu'on a à l'heure actuelle. Typiquement, c'est un sujet parmi d'autres. On a un produit, en l'occurrence un herbicide, qui est, comment dirais-je, soutenu par les uns comme outil de performance, qui ne pose pas de problème de santé publique, parce que la science a du mal à se prononcer sur l'éventuel aspect cancérigène de ce produit. En l'occurrence, pour l'instant, ce que nous dit la science, c'est qu'il n'y a pas d'évidence quant à la cancérogénicité pour le consommateur. Par contre, il peut y avoir, bien entendu, une incidence pour l'agriculteur. On a de plus en plus de données qui, par contre, montrent le danger de plus en plus avéré de pesticides pour les maladies professionnelles. Et ça, pour le coup, c'est clairement démontré par plusieurs études sur les recrudescences du cancer chez l'agriculteur. Mais chez le consommateur, c'est un sujet qui, pour l'instant, est matière à débat. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de creuser le sujet. On a un peu dans la même logique qu'on avait mis un maïs OGM dans l'alimentation du futur. Dans le dispositif, est-ce que les OGM doivent faire partie des outils dans l'alimentation du futur? Ils le font déjà, il y a déjà beaucoup de cultures OGM à travers le monde, mais c'est vrai qu'en Europe, on est très frileux par rapport à ça. Encore une fois, c'est un vrai débat scientifique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les cartels, c'est le seul endroit de toute l'exposition où les cartels ont été vandalisés. C'est-à-dire qu'il y avait des traces aux marqueurs, la permaculture vaincra, abat l'agro-industrie, etc., qui montrent à quel point, et c'était le seul endroit, je précise bien, il y avait 650 mètres carrés qu'on avait au musée de l'Homme d'exposition, et c'est le seul endroit de toute l'expo qui a été vandalisé, et c'était un indicateur social, ça montre qu'il y a des sujets dont on ne peut même pas discuter, parce qu'il y a une espèce de côté passionné qui prend le dessus en disant c'est scandaleux de montrer des choses comme ça sans avertir que c'est le poison de l'humanité. Donc alors que, une fois de plus, les scientifiques sont loin de considérer que c'est le poison de l'humanité. Il y a du pour, il y a du contre, il y a un vrai débat sur le rôle à jouer ou pas des OGM dans l'alimentation du futur. En attendant, revenons à des gestes raisonnables. Quand on parle des gestes pour sauver la planète, tels qu'ils avaient été publiés lors de la COP 21, alors encore une fois, pour la planète, pour être honnête, il faut dire pour nous, humains, qui peuplons cette planète, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir que ces gestes, dans 4 de ces 7 gestes, concernent directement l'alimentation. Et c'est pour ça qu'on revient encore une fois à ce rôle de consomme-acteur. C'est que bien sûr, il y a l'habitat, le logement, le transport éventuellement, mais surtout l'alimentation. C'est un levier extraordinaire pour lutter contre le réchauffement climatique et tenir compte de notre impact justement sur la planète. Acheter des produits locaux, des produits de saison, s'approvisionner en circuit court, haute valeur environnementale ou produits biologiques, suivant les différents labels. Là aussi, il y a des grands débats à l'heure actuelle sur les labels. Évidemment, éviter le gaspillage alimentaire. Donc tout ça, ce sont des discours auxquels le consommateur est de plus en plus habitué. Par exemple, si on prend l'empreinte carbone en équivalence CO2 de la tomate, si je consomme une tomate produite en France en saison, et c'est 300 grammes de CO2 par kilo de production.
Si je la fais venir d'Espagne, c'est un peu plus, c'est 2 fois plus, mais l'Espagne en saison, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le coût du transport, elle est importée. Et là où ça devient vraiment problématique, là où ça explose, c'est produit en France, donc c'est local, hein, mais hors saison, c'est-à-dire sous serre chauffée. Donc c'est ce type d'indicateur qui est pas mal de garder en tête, c'est-à-dire que finalement, il y a des critères qui sont plus importants que d'autres. Pour la tomate, c'est finalement beaucoup plus problématique de consommer local hors saison, c'est ça qui est aberrant, hein, c'est de consommer local mais hors saison, beaucoup plus aberrant que finalement de consommer des tomates qui ont voyagé un peu, parce que finalement on se rend compte que l'empreinte carbone du transport n'est pas forcément si élevée que ça dépend du mode de transport. En avion c'est une catastrophe, mais quand c'est des cargos ou quand c'est des camions qui sont chargés à bloc, finalement on se rend compte que l'empreinte carbone du circuit peut être... il y a des tas d'études un peu paradoxales selon les moyens de transport. On a des choses un peu étonnantes qui viennent du fait que la camionnette qui va circuler avec 3 cajots pour livrer la tomate du paysan du coin va finalement avoir un impact carbone plus important que les semi-remorques qui vont livrer la grande surface. Donc tout ça, c'est des choses qui sont toujours compliquées à discuter avec des enjeux, encore une fois plus, économiques, culturels, politiques et écologiques. Et dans toutes ces initiatives, dans tous les discours dont on parle beaucoup aussi, il y a toujours cette idée éventuellement de trouver des nouvelles choses à consommer. Alors on parle beaucoup des insectes. Est-ce qu'il y a déjà 2 milliards de personnes dans le monde qui traditionnellement, culturellement, se régalent de larves ou d'insectes, enfin donc d'insectes au stade larvaire ou au stade adulte? Est-ce que ça pourrait être une solution d'avenir pour les autres, notamment les occidentaux, qui pour l'instant considèrent les insectes avant tout comme des nuisibles? Donc d'un point de vue purement acceptabilité, il y a très peu de chances que ça fonctionne. C'est rigolo de croquer un criquet, mais on n'a pas envie que ce soit notre alimentation, on n'a pas du tout cette culture-là. Et pourtant, il y a des fermes à insectes qui se montent un peu partout en Europe, avec des productions extraordinaires, mais qui pour l'instant sont plutôt dédiées, et même presque intégralement dédiées à l'alimentation animale. Autrement dit, le levier insecte est un levier important, et sans doute une filière d'avenir, mais pour faire de la farine animale, notamment pour nourrir les poissons, justement, on en parlait tout à l'heure, les poissons d'élevage. Le poisson, dans leur environnement naturel, mange des insectes, donc c'est assez naturel aussi, finalement, de leur donner de la farine d'insectes. Hein. Ce n'est pas du tout le même discours que pour la farine animale avec la vache folle. On avait nourri les vaches avec de la farine de vache, ce qui peut paraître effectivement quand même un peu osé. Là, c'est de la farine d'insectes pour des poissons, ça respecte tout à fait le contexte naturel, et qui permettrait de soulager les prises sauvages dans les océans pour faire de la farine qui a beaucoup moins de sens. Du coup, on a aussi une notion de manger des algues, pourquoi pas. Encore une fois de plus, beaucoup de gens mangent des algues, mais est-ce qu'on pourrait exploiter un peu plus cette filière-là pour en faire une alimentation plus présente dans nos assiettes? Là, il y a moins de côté de dégoût, mais c'est plus une notion d'habitude. Effectivement, l'algue, encore une fois, sur le littoral, les Irlandais en consomment beaucoup, les Japonais en consomment beaucoup. On n'a pas forcément cette habitude, pourtant c'est très riche en minéraux, c'est riche en beaucoup de choses. Donc, voilà un peu les grandes pistes, les grandes idées pour parler de l'alimentation de demain vue à travers nos modes de production. Bien entendu, il y a aussi la notion de cuisine. C'est le deuxième grand volet. Une fois qu'on a cultivé, on a produit, il faut cuisiner. Et cuisiner, ça veut dire se transformer en alchimiste qui transforme, se transformer soi-même en alchimiste pour avoir cette capacité à transformer les aliments. Encore une fois, on considère souvent la cuisine, on dit que c'est entre chimie et alchimie, parce qu'il y a de la chimie, parce qu'il y a de la connaissance, et puis il y a de l'alchimie au sens presque moyenâgeux, où on va non pas transformer du plomb en or, mais on va transformer une viande crue en une viande cuite. C'est une transformation qui pouvait paraître magique à l'époque où on ne connaissait pas la chimie, justement. Donc les frites, typiquement, c'est de la cuisine, ça qu'on transforme par la chaleur. Comme je vous disais, c'est un des grands axes de transformation, c'est la chimie. Et la chimie, principalement, c'est par un apport de chaleur. On va déclencher des réactions chimiques, des réactions de Maillard, de la caramélisation, de la coagulation des protéines, tout un tas de choses qui vont se passer. Le blanc d'œuf va gélifier, le jaune d'œuf aussi va durcir. Il y a peut-être un peu de verre qui va apparaître autour et qui sent un peu le soufre, parce que c'est de l'H2S qui est produit. Donc il sent un peu, ça peut même sentir un peu l'œuf pourri si on chauffe trop longtemps, si on cuit un peu trop longtemps nos œufs. On sait bien qu'aujourd'hui que si on cuit trop les frites, on a de l'acrylamide qui apparaît, donc qui est cancérigène pour le coup. Donc il faut maîtriser la cuisson, il faut faire les choses bien pour que ça soit bon de goût, mais si possible que ça reste bon pour la santé. Dans la chimie, il y a aussi des modifications qui ne font pas forcément appel à la chaleur. Il y a notamment cette fameuse recette de l'œuf de 100 ans, qui est un œuf transformé en mettant dans un
dans de la chaux et de la cendre, donc dans un milieu très basique, et puis donc, elle va déclencher tout un tas de réactions sur les protéines qui vont faire cet état, une espèce de cuisson, mais une cuisson sans chaleur, avec un œuf pour le coup qu'il faut, culturellement, il faut quand même être un peu accroché, il faut être habitué pour manger ça. Quand on mange ça pour la première fois, un œuf de 100 ans, c'est quand même une odeur très particulière. Les Asiatiques en mangent beaucoup, nous on a un peu de mal, mais à l'inverse, on se régale de camembert et eux ils ont du mal avec nos camemberts. Donc pour bien montrer que toutes ces notions d'odeur un peu fortes sont évidemment éminemment culturelles. On pourrait parler pendant des heures de la chimie, mais j'ai déjà beaucoup parlé, donc on va accélérer. On va passer à la physique pour montrer qu'il n'y a pas que de la chimie dans la cuisine. La cuisine, c'est aussi de la physique, beaucoup. Quand je fais une mayonnaise, quand je fais une mousse au chocolat, je ne fais aucune transformation chimique dans ma recette. C'est-à-dire que ce que je vais manger, ce sont strictement les molécules de mes ingrédients bruts de départ. Dans ma mayonnaise, j'ai mon jaune d'œuf, mon sel, mon poivre, mon vinaigre, éventuellement peut-être un peu de moutarde, ça facilite. Je verse l'huile, je fouette, je fabrique une sauce émulsionnée, crémeuse, qui est une mayonnaise qui n'est juste un mélange d'ingrédients de départ. Toutes les molécules du départ sont dans mon système final. Pareil pour ma mousse au chocolat, je fais fondre du chocolat pour le rendre liquide, donc je fais passer de l'état solide à l'état liquide, je défais les cristaux de beurre de cacao, je fouette mes blancs de neige pour incorporer de l'air, je mélange le chocolat fondu avec le blanc de neige délicatement pour pas tout effondrer, parce que le gras va avoir tendance à défaire ma mousse, puisqu'il va lutter un peu pour récupérer les tensioactifs qui m'avaient servi à monter ma mousse. Ça, on pourrait aussi en parler pendant des heures, de la mousse au chocolat. On n'a pas le temps. Mais une fois qu'on a la mousse et l'émulsion de chocolat qu'on mélange délicatement, on fait refroidir pour recristalliser le beurre de cacao, et on a donc une mousse au chocolat. Encore une fois, ce ne sont que les ingrédients mélangés, liquéfiés, resolidifiés. Il n'y a pas eu de transformation chimique. Troisième type de transformation, donc il y a la chimie, principalement les cuissons, mais aussi les marinades. Il y a la physique, c'est des mélanges, beaucoup. Et puis, comme on disait, il y a aussi la biologie, et donc notamment la microbiologie. C'est-à-dire qu'on ne va pas cuire, on ne va pas mélanger, on va laisser faire un peu la nature. C'est comme ça qu'on fait des fromages. Il peut y avoir aussi des étapes de cuisson. Encore une fois, c'est pas tout ou rien. Mais dans l'idée de la fermentation, il y a des fermentations qui se mettent en place spontanément. Par exemple, aussi là, vous avez un exemple de pomme fermentée qui vient du restaurant d'Andoni Luis Aduriz, Mugaritz, au Pays Basque espagnol, à San Sebastián. Recette qui a d'ailleurs été présentée à la dernière session de Top Chef, d'ailleurs, puisque le chef était invité la semaine dernière pour justement faire des trompe-l'œil aux candidats Top Chef. Et ce chef est notamment célèbre pour sa maîtrise de la fermentation. Là, typiquement, c'est une pomme fermentée, c'est une pomme pourrie, mais pourrie dans des conditions maîtrisées, c'est-à-dire qu'elle est trempée dans une solution de Botrytis cinerea. Botrytis cinerea, c'est la pourriture noble qu'on récupère sur certains raisins, quand on va faire des vendanges tardives, dans des endroits notamment, ça se fait beaucoup en Hongrie, avec le Tokay de Hongrie, mais aussi en Alsace et en Allemagne, mais aussi en Sauternes, ou du côté de Montlouis, la Loire, où on a des vins liquoreux avec des conditions d'hygrométrie et de température qui font qu'il y a ce développement de pourriture noble qui va complètement transformer le raisin sur grappe, qui après va faire ses jus très concentrés avec ces vins liquoreux extraordinaires. Et là, l'idée du chef, c'était juste de récupérer sur les raisins ce micro-organisme, et puis de le mettre en culture, et puis de mettre une pomme, pour que la pomme se transforme comme un grain de raisin surmaturé, et colonisé par ces Botrytis cinerea, et donc il y a toute une complexité aromatique qui va se développer directement au cœur de la pomme, et qui fait que c'est une recette à la fois magique, d'une certaine manière, mais simplissime. C'est la pomme, on la laisse pourrir, mais avec un micro-organisme qui va la faire pourrir pour qu'elle développe une belle complexité aromatique. Donc tout ça, c'est de la microbiologie, et là aussi, on pourrait discuter pendant des heures des légumes lactofermentés, des pickles, de la choucroute, bien sûr, qui est un légume lactofermenté, de la charcuterie, bref, de tout, de la bière, du vin, du cidre, toutes les fermentations. Et du kéfir, qui est le sujet du laboratoire. Donc il ne faut surtout pas que je commence à vous en parler, comme c'est le sujet du labo, là, je vais être incapable de m'arrêter si je commence. Donc voilà, le kéfir, boisson fermentée, je n'en dirai pas plus. Dans cette notion culinaire, comme on le disait et on le répète depuis le début, il y a une notion artistique. Et je vous avais parlé de Carême, le voilà. Marie-Antoine dit Antonin Carême, cuisinier de Talleyrand, qui était lui-même le ministre des Affaires étrangères de Napoléon. Donc un de nos premiers héros de la gastrodiplomatie, finalement, enterré au Père-Lachaise, cimetière Montmartre.
Et pourquoi je vous montre sa tombe? Parce que ce que vous ne pouvez pas deviner, c'est quand vous vous baladez dans le cimetière Montmartre, quand vous tombez face à la tombe de Carême, vous ne pouvez pas imaginer que le crâne n'est pas dans la tombe, puisque le crâne est, pour des raisons un peu rocambolesques, telles que l'histoire de la science nous en propose, le crâne de Carême a atterri dans les collections du Musée de l'Homme et n'avait jamais été exposé, justement. Et lors de cette exposition « Je mange donc je suis », nous l'avions sorti pour la première fois de nos tiroirs pour parler justement de l'œuvre de Carême. J'en profite au passage pour préciser que ce titre « Je mange donc je suis », bien sûr, fait écho à Descartes. Et pourquoi à Descartes? Parce qu'il se trouve que nous avons aussi, dans les collections du Musée de l'Homme, et exposé cette fois-ci dans le parcours permanent, le crâne de René Descartes. Donc il y a comme ça, nous en avons à peu près 20 000 crânes au Musée de l'Homme dans les collections, parmi lesquels il y a quelques personnages illustres. Et c'est toujours fascinant de retracer l'histoire, finalement, qui fait que leur crâne est arrivé dans nos collections. Carême, donc les beaux-arts sont au nombre de 5, nous dit Carême, à savoir la peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie. Et Carême était avant tout un pâtissier et il avait ce souci de construction extraordinaire, de pièces monumentales, spectaculaires, avec des buffets vraiment spectaculaires. Et donc ce souci de ce qu'on appelle aujourd'hui, aussi de manière commune à l'assiette, le dressage. Dans les écoles hôtelières, on apprend à cuisiner et à dresser. Et quand on voit des émissions telles que Top Chef, où l'image est évidemment prépondérante, le média fait que on ne peut que se régaler avec les yeux, donc évidemment l'image est très importante. Et donc on a cette notion de visuel dans l'art culinaire qui peut-être d'ailleurs l'emporte des fois un peu trop. Art culinaire, ça devrait être avant tout la construction du goût. Ça devrait être l'art du goût. Mais il se trouve que c'est aussi un art pictural dans lequel on va avoir des constructions qui flattent l'œil et, si possible, flattent aussi le palais si on est un artiste complet. Juste quelques exemples pour montrer un travail qui est vraiment à cette frontière entre le travail artistique vu au sens presque sculptural du terme et puis en même temps le travail du cuisinier. Donc là, on a ça c'est des travaux que je mène avec mes élèves. En l'occurrence, moi je suis formateur, au-delà d'être scientifique au muséum, je suis formateur à l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, pour toute la filière hôtelière justement. Donc je suis responsable de la formation scientifique de tous les professeurs de cuisine. Et pour ça, ils sont formés donc, à Antony, à côté de Paris, Université Cergy-Pontoise, et puis à Toulouse. Et donc, j'interviens dans ces différentes filières pour justement amener ces futurs formateurs de cuisine. Donc, ces cuisiniers, ils sont cuisiniers, mais ils veulent devenir professeurs. Et pour ça, il y a besoin justement d'améliorer un peu la connaissance des procédés. Au-delà de savoir faire une mayonnaise, qui savent tous faire, il faut être capable de l'expliquer. Qu'est-ce qui est important dans la mayonnaise? Est-ce que c'est important de fouetter plus ou moins fort avec une fourchette, avec un fouet? Est-ce qu'il faut que ça soit froid, chaud? Est-ce que ça change quelque chose? La moutarde, à quoi elle sert, etc. Ça, c'est des choses dont on a besoin pédagogiquement pour expliquer ce qui se passe quand on cuisine. Et donc, avec ces élèves aussi, au-delà de cette démarche, donc avec ces élèves profs, ils sont à la frontière, au-delà de cette démarche pédagogique d'apprentissage scientifique, on s'amuse aussi beaucoup parce que ça reste un art, la cuisine. Et comme on sert au restaurant d'application, on construit aussi des plats. Et j'aime bien justement les emmener et leur donner un peu des défis, comme la plupart savent très bien cuisiner. Et certains ont travaillé pendant 10-15 ans dans des très beaux restaurants avant de décider de devenir formateur. Donc voilà, on fait des choses qui peuvent être un peu sophistiquées. Là, on s'était amusé justement à faire du sucre soufflé. Mais sucre soufflé, donc on est vraiment dans une démarche qui est proche du verre soufflé. C'est une activité artistique qu'on va pouvoir développer en faisant de la vaisselle, sauf que là, il s'agit de souffler du sucre ou de l'isomalte. On peut souffler différents matériaux comme ça et s'en servir pour un plat salé. En l'occurrence ici, on avait rajouté un peu de bêta-carotène dans le sucre pour en faire un plat salé avec un tataki de saumon, une chantilly de wasabi et puis une meringue à l'encre de sèche, qui était servie encore une fois au restaurant d'application. Donc là, on voit bien qu'on est dans la construction d'un plat. Bon, il y a une chantilly, il y a un tataki, il y a une cuisson, il y a une émulsion, il y a une mousse, il y a une meringue. On est bien, on est dans la cuisine. En même temps, on réfléchit au visuel. Qu'est-ce qu'on va faire un peu pour fasciner, émerveiller le client? On va lui mettre ça dans une coque en sucre transparente, orange, et puis il va casser, puis il va manger tout ça, ça va croustiller, ça va être bon. Donc on est vraiment dans cette démarche artistique de la cuisine.
Pareil, même logique, hein, ici, la contrainte, c'était quoi? J'avais donné comme contrainte de travailler un plat avec 6 textures de petits pois. J'avais dit, voilà, il y a un bel arrivage de petits pois. Ce que je veux, c'est que dans l'entrée du client, il y ait 6 textures différentes qu'avec du petit pois. Donc, il y avait la pousse de petits pois, une mousse de petits pois, un gel de petits pois, une coque congelée à l'azote liquide, un jus centrifugé de petits pois qui fait qu'on cassait la coque. Et puis, c'était comme un sorbet, mais craquant et en dôme. Et puis à l'intérieur, il y a une mousse, etc. Il y a une encapsulation d'huile d'olive qu'on a mis sur le côté. Bref, tout ça, c'est assez technique, où on sent bien qu'il y a une recherche sur le visuel, mais aussi, évidemment, une recherche sur la texture. Du côté d'Antony, donc l'autre endroit où on forme les profs aussi, voilà, c'est vraiment un patchwork que je vous ai montré des derniers menus des 2-3 dernières années. Là, on est dans la cuisine, mais en même temps, il y a cette notion d'artistique avec chaque fois un enjeu de réflexion autour de la construction du plat, faire des monochromes. C'est toujours intéressant de se mettre des contraintes pour améliorer sa maîtrise de la cuisine, des assaisonnements avec des sérifications, donc des faux caviar en fait, des émulsions diverses et variées, bref, tout un tas de jeux de couleurs, jeux de textures, qui est le jeu du cuisinier d'aujourd'hui et du pâtissier. Là-dedans, on a à la fois les cuisiniers et les pâtissiers. La pâtisserie, ce n'est rien d'autre que de la cuisine un peu sucrée, finalement. Enfin, ils vont peut-être pas être contents, les collègues pâtissiers, de m'entendre dire ça, mais la frontière est pas étanche du tout entre cuisine et pâtisserie. Ça peut être des cultures différentes. Bien sûr, il y a des techniques qui peuvent être différentes, mais il y a aussi pas mal d'axes communs, bien entendu, dans les deux. Et enfin, pour terminer, donc on a parlé de production alimentaire, là on a parlé d'art culinaire, de cuisine, comment est-ce qu'on transforme les ingrédients pour se faire plaisir et si possible, que ça reste bon pour la santé aussi. Je n'ai pas trop développé les aspects santé de la cuisine, parce qu'on ne peut pas tout développer, mais évidemment, on pourrait en parler, l'importance ou le rôle néfaste ou pas du sucre, du gras, des différents modes de cuisson. Là encore, beaucoup de fantasmes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui m'envoient des questions, qui me disent le micro-ondes, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pas mauvais pour la santé? Alors la réponse est non. Le micro-ondes, aucun souci de quoi que ce soit. La science est catégorique là-dessus. Ça ne change pas la chiralité de l'ADN ou la chiralité des protéines. C'est du délire total de considérer que le micro-ondes est mauvais pour la santé. Donc il y a beaucoup de choses comme ça sur lesquelles il y a encore besoin d'éducation. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser le micro-ondes, on peut trouver ça pas intéressant parce qu'on n'a pas envie de cuisiner avec, mais en tout cas, il n'y a pas de danger, à part le danger de se brûler si on chauffe trop. Maintenant, on va imaginer qu'on va manger, parce que tout est virtuel aujourd'hui. Dans cette notion de manger, bien sûr, il y a la physiologie du goût, la nutrition, l'équilibre alimentaire, protéines, glucides, attention, manger équilibré, et tous les régimes dont on en parle. Et ça aussi, il faut être un peu catégorique. Au niveau de la science, il n'y a pas de régime qui tienne la route. Hein. Le seul régime qui tienne la route, c'est manger de tout un peu. Ça s'appelle une alimentation variée et équilibrée. C'est la clé pour rester en bonne santé. Après, bien sûr, il peut y avoir des cas particuliers de pathologies avérées sur lesquelles on fait appel à un régime très spécifique, voire à des compléments alimentaires, mais c'est uniquement dans un cadre clinique diagnostiqué. Si j'ai un problème de cholestérol, alors effectivement, je dois adapter mon régime. Si j'ai un problème d'obésité, je peux éventuellement me faire accompagner. Mais sinon, par défaut, si j'ai l'impression d'être en bonne santé, il n'y a aucune raison de consommer des compléments alimentaires, aucune raison de se lancer dans des régimes plus farfelus les uns que les autres. Il suffit de manger de tout un peu et beaucoup de végétal. Voilà, c'est un peu, une fois qu'on a dit ça, on a le régime universel. Mais j'ai balayé la question du régime pour me concentrer sur la question qui m'intéresse là, sur cette image, qui est celle du goût, du plaisir. Plaisir gustatif, là aussi c'est très complexe, et la science du goût, la physiologie du goût évolue en permanence, et notre savoir s'améliore de jour en jour pour comprendre comment est-ce que le cerveau, l'organe du goût c'est le cerveau qui intègre le goût, parce qu'il va intégrer tous les stimuli qui viennent, à la fois les saveurs qui vont venir de nos papilles, et sur notre langue, on a toute cette capacité avec les bourgeons gustatifs là, de détecter l'acide, l'amer, le sel, enfin le salé, le sucré, l'umami, hein, c'est-à-dire qu'en fait les acides aminés, et puis sans doute d'autres saveurs, pas très bien caractérisées, peut-être le gras, qu'on appelle le oleogustus, peut-être les saveurs métalliques, les saveurs amidonnées. Il y a beaucoup de recherches qui est faite pour savoir s'il n'y a vraiment que 5 saveurs ou s'il y en a d'autres qu'on n'a pas encore très bien identifiées. Et puis il y a aussi toute la complexité qui vient
d'abord de l'odeur, hein, qu'on appelle par ortho-olfaction, c'est directement en sentant l'aliment, ça va venir titiller le bulbe olfactif, mais en même temps aussi par rétro-olfaction, dans la bouche, les molécules vont passer par l'intérieur, ils vont venir rejoindre ce même bulbe olfactif. Donc souvent on fait la distinction, ce qu'on considère comme un arôme, c'est ce qu'on a en rétro-olfaction, et une odeur, c'est ce qui arrive en direct par ortho-olfaction. Mais dans tous les cas, odeur, arôme, ce sont des composés plus ou moins volatiles qui vont venir titiller les récepteurs nerveux de notre bulbe olfactif et qui vont envoyer un message à notre cerveau en disant voilà, typiquement, il y a de l'octène 1-ol qui est venu se fixer sur un récepteur. Mon cerveau me dit octène 1-ol, ça veut dire champignon. Évidemment, c'est de l'apprentissage. Il y a de l'heptanol qui vient, mon cerveau me dit fromage à pâte persillée. Il y a du limonène qui vient, mon cerveau me dit c'est un agrume. Donc voilà, ou de la vanilline évidemment, qui est une molécule pure qu'on retrouve dans la vanille. Donc là tout de suite, ça sent bon la vanille. Tout ça, c'est mon cerveau qui intègre. Et puis il y a donc les saveurs, les odeurs et les sensations trigéminales. Une sensation trigéminale qu'il ne faut pas oublier, qui est le nerf trijumeau, ce qu'on appelle parfois aussi la somesthésie. Qui est le troisième volet qu'on met un peu de côté, mais qu'on a tort de mettre de côté. C'est olfaction, gustation, on y pense. Mais somesthésie, c'est tout ce qui fait le frais, le chaud. Donc c'est les températures, c'est les textures, c'est le piquant, c'est voire le brûlant. C'est-à-dire que le piment, pourquoi on le met dans les aliments? Un peu pour sa saveur, éventuellement ses arômes, mais surtout pour le côté piquant qu'il va apporter, grâce à la capsaïcine qu'il contient. Pareil pour le poivre. Bien sûr, le poivre peut avoir une petite odeur et il y a un goût du poivre, mais il y a aussi cette sensation de piquant qui est quand même la principale raison d'utiliser du poivre. Pour relever le plat, comme on dit. Alors c'est pareil, on va trouver dans le gingembre, on va trouver tout un tas de molécules qui vont irriter et exciter nos sens. Alors parfois, il y en a qui ne vont pas apprécier si c'est trop épicé, et puis d'autres qui vont au contraire prendre plaisir à ça. Il y a des choses plus originales, comme par exemple l'huile d'olive, pour ceux qui ont l'habitude de la déguster. On sait bien que des fois, l'huile d'olive, notamment très fraîche, très verte, qui est la meilleure, elle peut brûler un peu l'arrière-gorge. Et il y en a qui trouvent ça étonnant, qui disent c'est quoi cette huile, elle a un défaut, alors que pas du tout, au contraire, c'est les meilleures huiles qui brûlent l'arrière-gorge, puisque c'est des huiles qui sont riches en oléocanthal. Et l'oléocanthal, c'est un des principaux antioxydants de l'huile d'olive, donc une molécule très bonne pour la santé, pour le coup. Donc voilà, il y a beaucoup de composés comme ça qui réagissent et qui font, ou la fraîcheur du menthol, tout ça, c'est important de les considérer. Et donc voilà, cette notion de convivialité, de partage, de manger, et je voulais terminer là-dessus, parce que justement, c'est l'avant-dernière diapo, pour dire que cette notion de plaisir est fondamentale, et non seulement à l'échelle individuelle, on prend plaisir personnellement à travers ce goût, justement, on va se régaler d'un carreau de chocolat, ou pour ceux qui aiment le chocolat, ou d'un verre de farine, pour ceux qui se régalent des larves de verre de farine. Mais en même temps, il y a cette composante extraordinaire et aussi fondamentale dans l'histoire de l'homme, de l'aspect social de l'alimentation. C'est-à-dire que les sociétés se sont principalement construites autour des activités alimentaires, qu'il s'agisse de pêche, de chasse, donc de récolte, de cueillette, d'activités donc de prélèvement de la nature, ou ensuite, avec l'arrivée du néolithique, d'installation, de sédentarisation autour de pratiques d'agriculture et d'élevage. Dans tous les cas, il s'agit d'activités collectives qui ont soudé les sociétés. Pour chasser, si je veux avoir une chance de chasser le mammouth, tout seul, je n'ai aucune chance. Il faut que je m'y mette à plusieurs. Et pour ça, il y a une cohésion, il y a un dialogue à établir, il y a un discours, il y a des signaux, il y a toute une organisation à mettre en place. Pareil pour l'agriculture. Et pareil ensuite pour la cuisine, où on voit dans toutes les sociétés, partout dans le monde, c'est une activité sociale. On cuisine à plusieurs. Au centre du village, on rassemble, répartition des tâches, un tel qui va piller le mil, l'autre qui va mettre en place le foyer de cuisson, etc. Bref, tout ça est hautement collectif et se prolonge jusqu'à l'acte de partage du repas, bien sûr, qui est très collectif, avec des codes, des codes qui peuvent être des codes genrés. Dans les sociétés, les femmes ne mangent pas avec les hommes, ou les enfants ne mangent pas avec les adultes, ou les différentes catégories sociales ne mangent pas ensemble. Donc bien sûr, il y a tout un tas de clivages sociétal qui peut se mettre en place. Mais grosso modo, voilà, on a cette idée, d'une manière ou d'une autre, de partage. Et ça, c'est des images que je regarde avec un peu de nostalgie, évidemment, parce que
lors de l'exposition à l'époque où elle était au Musée de l'Homme, on avait organisé des banquets. Il y en avait 4 qui étaient programmés, il y en a 2 qu'on a eu la chance de pouvoir faire dans ce fameux monde d'avant, avant la Covid, qui ont réuni 150 personnes dans le grand atrium du Musée de l'Homme, face à la Tour Eiffel. Et puis les 2 derniers, ben voilà, la crise sanitaire est arrivée et on a dû les reporter, donc on ne sait pas quand ils pourront avoir lieu. Nous sommes tous impatients à la fois que le musée puisse rouvrir, que tous les musées et que les lieux de culture puissent rouvrir, et en même temps que les lieux de convivialité que sont les restaurants puissent rouvrir. Et donc en attendant, voilà quelques images. Premier banquet, c'était bien sûr un banquet paléolithique. Quand je dis bien sûr, parce qu'au sein du Musée de l'Homme, quitte à organiser un banquet, ça nous paraissait logique de prendre le thème de la paléontologie, orchestré en l'occurrence par Emmanuel Perrodin, qui est chef, qui fait beaucoup d'événements comme ça, un peu événementiels, avec des marqueurs forts autour de l'histoire. Il a une formation d'historien d'ailleurs. Vous reconnaissez peut-être aussi, pour ceux qui sont férus de télé, Chloé Charles, qui était venue l'assister sur ce grand banquet et qui est à l'heure actuelle dans les fameux candidats Top Chef, pour ceux qui suivent Top Chef. Donc elle est encore une des candidates en lice de Top Chef. Donc s'il y avait une épreuve paléolithique à Top Chef, je pense qu'elle s'en sortirait très bien, mais je ne pense pas que ça soit le cas dans les émissions à venir. Et on avait aussi un autre banquet qu'on avait fait avec Régis Marcon, orchestré par l'association Bon pour le climat, justement, où l'idée c'était de lancer un débat aussi autour, donc c'est avec Jean-Luc Fessard qui dirige Bon pour le climat, et tout un débat autour du bien manger. Qu'est-ce que bien manger? Comment est-ce qu'on peut manger pour que ça soit à la fois bon pour nous, c'est-à-dire bon d'un point de vue santé, que ça soit bon pour la planète, donc bon d'un point de vue environnemental, que ça soit bon pour les producteurs, que ça permette aux paysans de vivre de leur métier, que ça soit... bref, que ça soit bon, entre guillemets, pour le bien-être animal, qu'on respecte tout ce qui est bien-être animal. Donc il y a tout un tas de cases comme ça à cocher aujourd'hui qui fait qu'avoir une alimentation totalement vertueuse peut être assez facilement un casse-tête. Voilà pour ce que je voulais vous raconter. Quelques citations pour poursuivre la réflexion et pour réfléchir. Découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile. C'est quand même, Brillat-Savarin de nouveau, hein. Quand on parle d'un mets nouveau, c'est aussi ce qui a accompagné l'évolution de l'homme. Nous sommes des omnivores. Encore une fois, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est la science qui le dit. Nous sommes des omnivores, nous avons évolué comme des omnivores, c'est-à-dire que nous mangeons de tout, des végétaux comme des animaux. Ça ne veut pas dire que pour des raisons diverses et variées, on ne peut pas avoir décidé de devenir végane, et il y en a qui décident de devenir végane, c'est pour des raisons purement personnelles, limite religieuses ou philosophiques, éthiques, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas d'un point de vue physiologique, nous sommes faits pour manger à la fois des végétaux, des animaux, et donc d'avoir une alimentation, et c'est ce qui nous a permis de peupler toute la planète. Il y a des sociétés dans lesquelles on ne peut manger d'ailleurs que des animaux. Quand vous êtes inuit, vous vivez sur la banquise, les végétaux c'est mal barré, donc vous mangez du phoque, vous mangez du renne éventuellement, suivant les endroits où vous vous trouvez, bref, vous mangez de l'animal. Et d'ailleurs, le patrimoine génétique des Inuits a évolué pour un métabolisme qui correspond à ce type d'aliment quasiment exclusivement carné. À l'inverse, bien sûr, il y a des peuples dans lesquels on se nourrit avant tout de végétaux, donc suivant l'environnement dans lequel on est. Donc tout ça fait que l'humain a peuplé toute la planète parce qu'il est omnivore. Et ce qui n'est pas le cas des autres espèces animales qui ont souvent un régime beaucoup plus soit carnivore, soit herbivore, mais beaucoup plus ciblé. Et pour ça, ce qui est concomitant avec tout ça, c'est qu'on a toujours ce souci du nouveau, c'est qu'étant omnivore, quand on change d'environnement, on a envie d'essayer des choses qu'on n'a jamais mangées, parce qu'on sait qu'on est capable de tout manger. Évidemment, parfois on peut s'empoisonner, mais on essaye et on a comme ça exploré tout notre environnement pour arriver à la variété, la sophistication, parfois l'extraordinaire richesse de notre alimentation à travers le monde. La bonne chère et le bon vin réjouissent le cœur du gastronome, nous dit Carême. Je voulais revenir aussi sur Carême quand même, répéter que voilà, dans l'alimentation, il y a le solide comme le liquide. Le bon vin, on sait que c'est un sujet fort réjouissant, sur lequel, encore une fois de plus, on peut aussi avoir des messages sanitaires qui ne sont pas forcément antinomiques avec le fait de prendre plaisir à boire de temps en temps. Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser.
Nous dit Lévi-Strauss, encore une fois plus, vous voyez, je ne reviens que sur des personnages illustres que j'ai déjà cités dans mon propos précédent. Et j'insiste donc sur différents aspects. Et là, Lévi-Strauss nous rappelle que l'alimentation est quelque chose de culturel. C'est-à-dire que bon à manger, ça doit être bon à penser. Une larve, ça peut être très bon nutritionnellement, ça peut être très bon pour l'environnement parce qu'elle a un impact carbone nul ou qu'elle me permet d'exploiter des déchets alimentaires, etc. Mais si je n'ai pas envie de la manger, je ne la mangerai pas. Enfin, sauf si je meurs de faim. Mais dans des conditions, on va dire, normales, standards, un nouvel aliment ne sera acceptable que si on a envie de le manger, que ça correspond à des codes. Maintenant, bien sûr, il y a des lectures que vous pourriez poursuivre. Alors, Je mange donc je suis, qui est un ouvrage, qui est un collectif que j'ai assemblé avec une cinquantaine de collègues, donc avec Marie Merlin, une fois de plus, qui était la commissaire muséographe de l'exposition, et on a rassemblé autour de nous une cinquantaine de chercheurs du muséum pour parler de l'alimentation. Donc c'est une espèce de mini, alors c'est pas une encyclopédie, hein, ça ne fait que 200 pages, mais on parle de tout un tas de sujets liés à l'anthropologie, à l'histoire, à la chimie, à la culture, à la microbiologie, toutes ces disciplines qui ont leur mot à dire en alimentation. On a aussi publié aux éditions du Muséum national d'histoire naturelle un carnet d'activités autour de l'alimentation, alimentation mode d'emploi, que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies, qui permet de réfléchir, et aussi, alors c'est plus pour les jeunes entre 8 et 12 ans, quoi, pour réfléchir sur notre alimentation, la saisonnalité, l'agriculture, la nutrition, etc. En prolongation aussi, vous avez des médias. Donc on a un site qui s'appelle l'alimentation en question, sur lequel vous pouvez poser vos questions. C'est un site hébergé, une fois de plus, au Muséum national d'histoire naturelle. Toutes les questions que vous pouvez poser sur les réseaux ou sur le site lui-même m'arrivent, du coup, sont dispatchées. Et puis après, soit je réponds si c'est dans un de mes domaines de compétences, soit je distribue à mes collègues. Et on est plus d'un millier de chercheurs au Muséum, parmi lesquels il y en a quasi une centaine qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent sur l'alimentation. Donc il y a de quoi faire. On peut répondre à vos questions, n'hésitez pas. Il y a aussi quelques recettes que j'avais mises sur le site de Marmiton, mais à chaque fois des recettes qui étaient là pour faire réfléchir à un aspect de l'alimentation. Et puis je fais un peu d'autopromotion, j'en profite, juste 2 livres qui sortent au mois d'avril. Ils sortent ensemble, mais ce n'est pas pour les mêmes publics, donc tout va bien. Molécules, donc, qui est un ouvrage dans lequel je parle de la science dans l'assiette, donc où je prends 50 molécules de notre environnement et que j'explique pourquoi on les retrouve dans notre assiette et qu'est-ce que ça apporte, que ce soit de l'acide citrique, que ce soit du gluten, que ce soit de l'amidon, que ce soit éventuellement du glyphosate. Bref, toutes ces molécules, j'en parle. Et dans cette idée, justement, d'essayer de comprendre ce que l'on mange. Et puis, un ouvrage que je mentionne, mais qui est vraiment très spécialisé, Handbook of Molecular Gastronomy, c'est une espèce, là pour le coup, d'encyclopédie, vraiment 900 pages en anglais, un collectif d'une centaine de chercheurs internationaux qu'on a rassemblés avec Hervé Thys, Rosine Burke et Alan Kelly, qui sont des collègues qui, comme moi, travaillent dans l'alimentation, et on a rassemblé autour de nous une centaine de chercheurs pour parler des aspects très moléculaires de notre alimentation, de la science qu'il y a derrière, la physique, la chimie, la biologie, mais là, ça s'adresse quand même à un public scientifique. Mais pour ceux qui m'écoutent, qui sont férus de science et qui maîtrisent l'anglais, vous vous régalerez, a priori, avec cet ouvrage très complet sur tout ce qu'il y a dans nos assiettes, et y compris des recettes, puisque nous avons sollicité pas mal de chefs partout dans le monde pour proposer des recettes. Sur ce, je vous remercie de votre attention par écran interposé, et en espérant vous retrouver un jour dans la vraie vie, soit dans un musée, bien sûr vous êtes les bienvenus au Musée de l'Homme et dans les différentes galeries du Muséum, soit autour d'une table dans un restaurant. Nous serions très contents tous de pouvoir enfin revenir partager des mets solides comme liquides. Merci.